Bonjour à tous et bienvenue. On va parler ici du chapitre 9 concernant la structure et les propriétés des entités chimiques. Alors pourquoi étudier ce chapitre? C'est un chapitre très important parce qu'on va essayer de comprendre la formation des molécules ainsi que leur représentation dans l'espace, notamment grâce à la structure électronique des atomes. On va traiter les points suivants: la structure électronique des atomes, les électrons de valence et la règle de l'octet, mais on parlera également de la règle du Duhet, la formation des molécules, comment et pourquoi se forment-elles, le schéma de Lewis d'un ion, ainsi que la lacune électronique. On parlera ensuite de la géométrie des molécules, parce que très souvent, une molécule n'est pas plane et possède une géométrie particulière dans l'espace. On poursuivra sur l'électronégativité et on terminera par la polarisation des molécules. Nous voici donc ici sur la structure électronique des atomes. Qui dit structure électronique dit obligatoirement électrons. On ne s'occupera ici que des électrons. On va répartir ces électrons dans des couches. La couche 1, la couche 2, la couche 3, et dans des sous-couches, la sous-couche S et la sous-couche P. Voici les règles de remplissage. S peut contenir au maximum 2 électrons, la sous-couche P peut contenir au maximum 6 électrons, et pour passer à la couche suivante, il faut impérativement avoir rempli la couche précédente. Alors finalement, c'est le même principe que les couches KLM que vous avez vues en seconde. Voici quelques exemples en bas à droite pour les atomes que nous utilisons le plus souvent, à savoir l'hydrogène, le carbone, l'azote, l'oxygène et le chlore. Je vous laisserai regarder ces répartitions pour vous entraîner. Alors pourquoi avoir étudié cette répartition? Il y a bien l'intérêt. Parce que l'on va maintenant parler d'électrons de valence. Il s'agit des électrons de la dernière couche électronique utilisée, c'est-à-dire celle avec le plus grand nombre. Le nombre 1, le nombre 2, le nombre 3. Pour l'hydrogène, on compte un électron de valence. 4 pour le carbone, 5 pour l'azote, 6 pour l'oxygène, et enfin 7 pour le chlore. Les couches de valence sont représentées en bleu ici, donc vous pouvez retrouver un électron de valence, 4, 5, 6 et 7. Pourquoi étudier spécifiquement ces électrons? Pourquoi est-ce qu'on ne s'occupe pas de la partie noire sur les électrons qu'on appelle de cœur? Parce que ce sont ces électrons qui vont nous informer sur la stabilité d'une entité. En effet, les atomes vont devoir respecter la règle du Duhet, c'est-à-dire avoir 2 électrons de valence, ou la règle de l'octet qui correspond à 8 électrons de valence. Si ce n'est pas le cas, les atomes vont s'associer entre eux pour former des molécules, ou alors ils vont former des ions. C'est d'ailleurs le cas pour l'oxygène et le chlore. Il manquait 2 électrons de valence à l'oxygène pour respecter la règle de l'octet. On obtient donc l'ion O2-. Il manquait un électron de valence pour respecter la règle de l'octet pour le chlore. On forme donc l'ion Cl-, l'ion chlorure. Après avoir vu la formation des ions, passons maintenant à la formation des molécules. Une molécule est une association organisée d'atomes. Les atomes forment des liaisons entre eux, mais attention, tout ceci est régulé par des règles précises, et chaque atome forme un nombre précis de liaisons. Pour connaître le nombre de liaisons, il faut regarder les électrons de valence. Les atomes formeront autant de liaisons qu'il leur manque d'électrons de valence pour respecter la règle de l'octet ou du Duvet. Grâce à cela, on peut écrire le schéma de Lewis de l'atome. Il s'agit de la répartition des électrons de valence autour de lui. On distingue les électrons qui servent à faire des liaisons, ici en rouge pour l'hydrogène, le carbone, l'azote et l'oxygène, et les électrons de valence restants qui servent à faire des doublés non liants, ici en bleu. L'atome doit impérativement respecter la règle de l'octet. Une liaison, ou ce qu'on appelle un doublé liant, compte pour 2 électrons, car il s'agit de la mise en commun d'un électron par atome. Et un doublet non liant compte pour 2 électrons. On retrouve ici les liaisons formées par les atomes regroupées dans un tableau, ainsi que la définition d'un doublé liant et non liant que je viens d'expliquer juste avant. Donc vous pourrez regarder par rapport au nombre d'électrons qu'il manque sur la couche de valence, combien de liaisons forment les atomes précis. Pour établir le schéma de Lewis d'un ion, on applique exactement la même méthode. Il faut simplement faire attention au nombre d'électrons qui diffèrent par rapport à l'atome. Il arrive parfois que certains atomes ne respectent pas la règle de stabilité, et cela induit la présence d'une lacune électronique. Il s'agit d'un rectangle que l'on place généralement au-dessus de l'atome considéré, dont il manque un doublet d'électrons. Et on remarque ici que le bord n'a que 6 électrons autour de lui. D'accord? Il a un doublet ici, un autre ici, et un autre là. Chaque doublet compte pour 2 électrons, il a donc autour de lui 6 électrons de valence. Or,
il doit en avoir 8 pour respecter la règle de l'octet. Il lui manque donc un doublet. C'est également le cas de l'ion H+, qui ne respecte pas la règle du duvet. Il aurait dû avoir un doublet d'électrons qu'il n'a pas. Ces cas assez particuliers vous seront indiqués dans les exercices. Inutile de les apprendre tous par cœur. Voilà, nous sommes capables désormais d'écrire un grand nombre de molécules et d'ions sur notre feuille de papier. Cependant, nous n'avons pas pris en compte la géométrie des molécules, car celles-ci ne sont pas planes comme on les représente très souvent sur notre feuille de papier. En effet, les atomes sont disposés de façon assez précise dans l'espace. Pour comprendre la géométrie de ces molécules, il faut regarder les différents doublets entourant l'atome dit central. Lorsque l'atome possède 4 doublets liants, il possède une géométrie tétraédrique. C'est le cas ici du méthane. L'atome central étant le carbone, 4 doublés liants autour, on a donc une géométrie tétraédrique. En supprimant un doublet liant et en ajoutant un doublet non liant, on modifie la géométrie de la molécule. Cette modification s'explique par la répulsion entre les atomes. Ou plus précisément entre les électrons, pas par rapport aux atomes bien évidemment. On le sait, les particules de même charge se repoussent. Si on met des doublets d'électrons, comme ici, trop proches les uns des autres, eh bien on va créer une répulsion. C'est-à-dire que les liaisons en blanc, ici, vont s'écarter, se repousser par rapport au doublet d'électrons qui est ici. Pour 3 liaisons simples et un doublet non liant, on obtient donc une géométrie pyramidale. Pour un atome central entouré de 2 liaisons simples et 2 doublets non liants, la géométrie sera coudée, comme pour la molécule d'eau. Et enfin, un atome central relié à au moins une double liaison donnera lieu à une géométrie plane, car il n'est pas possible de faire une rotation autour de cette double liaison. En fait, c'est ça le principe ici. C'est que la géométrie dans l'espace s'explique par la rotation des liaisons, par le fait que les liaisons peuvent tourner dans l'espace. Alors, on a vu précédemment qu'une liaison était la mise en commun d'un électron par un atome. Cela paraît égalitaire, hein, chaque atome donne un électron et peut donc profiter de l'autre atome pour respecter la règle de l'octet. En réalité, ce n'est pas vraiment un partage équitable. Certains atomes vont s'accaparer davantage les électrons que d'autres. C'est l'électronégativité. Pour donner une définition simple, il s'agit de la capacité d'un atome à attirer vers lui les électrons. Plus un atome est électronégatif, plus il attire vers lui les électrons et inversement. L'électronégativité est une grandeur sans unité, représentée par la lettre grecque chi, lettre que vous retrouvez en haut ici. Alors ce partage non équitable des électrons de la liaison liée à l'électronégativité des atomes va entraîner un déséquilibre dans la liaison finalement. Il y en a un des deux atomes va prendre plus les électrons pour lui que l'autre. L'atome le plus électronégatif aura donc un excédent d'électrons, et l'atome le moins électronégatif aura un défaut, c'est-à-dire un manque d'électrons. La liaison sera donc polarisée. On parle de polarisation d'une liaison. Alors si la différence d'électronégativité entre les deux atomes de la liaison est inférieure à 0,4, alors la liaison est dite apolaire. C'est-à-dire que les électrons sont équitablement répartis pour les deux atomes. En revanche, si cette différence est supérieure à 0,4, alors la liaison est polarisée. On verra donc apparaître des charges partielles notées delta que vous retrouvez ici, ce delta plus en vert et ce delta moins en rouge. Ce ne sont pas des charges plus et moins comme on les connaît. Elles traduisent un excès ou un manque d'électrons localement. Par exemple, dans la liaison carbone-chlore, le chlore est bien plus électronégatif que le carbone. Il va donc avoir une charge partielle négative, car il va avoir un excès d'électrons. Parfois, le déséquilibre est tel que finalement, un atome prend totalement l'électron et il apparaît donc une charge négative comme pour l'ion chlorure, et donc un défaut d'électron, une charge positive pour l'ion sodium. Voilà, après avoir vu la polarisation d'une liaison, on peut regarder la polarisation globale de la molécule, puisqu'une molécule, c'est finalement un enchaînement de liaisons d'atomes. Une molécule est dite apolaire si le centre des charges plus coïncide avec le centre des charges moins. C'est le cas pour la molécule de dioxyde de carbone. Vous voyez bien, on a les charges plus concentrées sur le carbone et les charges moins sur les oxygènes. Pourquoi? Parce que l'oxygène est plus électronégatif que le carbone. Ainsi donc, les électrons qui sont ici vont plus être attirés par l'oxygène, et les électrons également qui sont dans ces doubles liaisons-là vont être plus attirés par l'oxygène. Donc d'où une charge moins ici, et une charge moins là. S'il y a une charge moins d'un côté, il y a également une charge plus de l'autre côté. Ainsi, le carbone récupère les deux charges plus. Il y a donc un défaut d'électrons double sur ce carbone.
Eh bien, si on fait le milieu des charges plus, il est bien évidemment sur le carbone, mais si on fait également le milieu des charges moins, eh bien, elle se trouve également sur le carbone. La molécule est donc apolaire. Une molécule est polaire si le centre des charges plus ne coïncide pas avec le centre des charges moins. C'est le cas justement pour la molécule d'eau. Cette molécule est coudée. On l'avait expliqué précédemment. L'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène. L'oxygène va donc attirer vers lui les électrons de la liaison. L'oxygène est donc chargé doublement négatif et l'hydrogène est chargé positivement ici et là. Si on prend le milieu de ces charges positives, eh bien il est ici, sur ce point vert. Si on prend le milieu des charges négatives, il reste sur l'oxygène. Le milieu des charges négatives ne coïncide pas avec le milieu des charges positives. La molécule est donc polaire. Quelques petites remarques pour terminer sur la polarisation. Généralement, ce centre des charges plus et des charges moins est appelé barycentre. Et comme vous le voyez, la géométrie de la molécule est importante pour déterminer si une molécule est polaire ou non. Si la molécule d'eau était linéaire, eh bien le centre des charges plus coïnciderait avec le centre des charges moins, et la molécule serait donc apolaire, ce qui n'est pas le cas. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à une prochaine fois.